retrouver pour cette 7e saison, et oui déjà, de notre émission Power Boost. Alors je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à la fois sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur notre site tvagri.info, et puis bien sûr sur les TNT qui diffusent notre émission chaque semaine. Alors moi je vais vous retrouver chaque vendredi soir avec bien sûr des nouveautés dans le domaine du machinisme, et puis aussi je n'hésiterai pas à vous remettre en cause sur vos investissements, parce que vous le savez, cette année il va falloir réaliser des économies. On ira aussi chercher des astuces pour mieux utiliser le matériel. Mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Tada, c'est parti pour cette nouvelle saison, et cette semaine on ouvre le bal dans la région centre en vous parlant de caca. Vous allez découvrir le lien entre cet épandeur et cette unité de méthanisation. Et donc, après le lisier, on va vous parler d'une jolie plante que l'on retrouvera sûrement dans nos champs dans un futur proche et qui répond au doux nom de chia. Et après le lisier et le chia, on va vous montrer qu'il faut parfois faire très attention avec le marché de l'occasion. Et non, je n'ai pas trouvé de commentaires extrémentiels à ce sujet, désolé. Pour finir, un témoignage sur l'importance de la diversification en agriculture et un festival néerlandais qui devrait en faire trépigner plus d'un parmi vous. Alors c'est parti pour ce 351e épisode de Power Boost, et non, je n'ai pas honte d'avoir mis cette blague dans mon sommaire. Top départ, enjoy. L'affûteuse AO tout automatique classe Aqua Non-Stop Comfort permet désormais d'affûter un nombre plus important de modèles de couteaux de remorque autochargeuse et de presse de toute marque. Grâce à un kit de 70 gabarits interchangeables, il est aujourd'hui possible d'affûter jusqu'à 105 types de couteaux différents avec la machine, le nombre de gabarits étant appelé à augmenter selon le constructeur. Alors on le sait, quand la moisson est difficile, il faut trouver des idées pour relever les défis et notamment s'associer pour trouver des solutions. Et ici, je vous ai trouvé des éleveurs qui sont associés pour une unité de biogaz, et justement, ils ont dû s'associer, c'est pas fréquent, avec une ETA. Jean-Michel Deschamps, bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que c'est pas fréquent en France d'avoir des éleveurs qui sont associés avec une ETA, mais c'est vrai que l'épandage, c'est quelque chose de stratégique. Oui, et puis nous avions déjà l'habitude de travailler avec ce groupe d'éleveurs pour d'autres déchets qu'on épandait dans leurs champs. Donc on a eu une concertation et on a décidé de faire partie du groupe et d'investir dans Gatinet Biogaz. Alors donnez-nous quelques chiffres en matière d'épandage. Quand on voit la taille de l'unité, il doit y avoir beaucoup de choses à épandre. L'unité, c'est une puissance de 500 kVA. On a environ de 18 000 à 20 000 m3 de digestat liquide à épandre. Donc c'est l'entreprise de Chambre qui s'en charge. Le digestat solide est géré directement par les agriculteurs qui reprennent et épandent chez eux le produit de digestat liquide. Alors c'est vrai que c'est vraiment innovant, puisqu'au début on était plutôt sur un moteur et de la cogénération. Aujourd'hui on est de la réinjection directement dans le réseau de gaz. Mais une des difficultés, c'est qu'on a des éleveurs qui sont quand même très distants, et c'est pour ça qu'ils ont fait appel à vous. Oui, et puis parce qu'on a des distances jusqu'à 14 km des parcelles du lieu de production à la valorisation du digestat. Donc c'est pour ça que nous mettons en place des semi-remorques pour le transfert. Et c'est vrai que là c'est plus rentable des semi-remorques, c'est plus discret aussi. Oui, c'est surtout plus discret parce que notre unité est installée dans une zone industrielle. Donc voir passer des semis en inox, ça passe mieux que de voir passer une smala de tonalisier. En clair, vous mettez à disposition quoi? Une tonalisier et une citerne? Non, il faut prévoir jusqu'à minimum en période vraiment jusqu'à 3 ensembles. 3 citernes, 3 tracteurs de semi-remorque et 2 chauffeurs. Oui, parce qu'effectivement, les éleveurs en ont besoin à des périodes bien précises. Là, par exemple, on a une grosse demande pour les colzas, pour que la valorisation du digestat se fasse le mieux possible vis-à-vis de la végétation qui est demandée. Jean-Michel Deschamps, merci beaucoup. Merci. Alors à présent, on va s'intéresser encore à de la diversification, mais on va aller au nord de Paris, on va aller à la rencontre de Christophe Grison. Vous allez voir, il a diversifié son activité, et pourtant, jusqu'à il y a quelques années, il était seulement céréalier. Christophe Grison, bonjour. Bonjour. Alors on a été venu filmer dans votre exploitation il y a 3 ans dans une parcelle de blé qui était bien versée. On revient 3 ans après, vous n'êtes plus un céréalier pur et dur, mais vous êtes aussi un maraîcher. Ça vaut le coup de diversifier? Il y a 3 ans, je m'inquiétais quand même du sort de l'agriculture et je me disais,
Ça serait bien de trouver autre chose, d'être moins tributaire des primes PAC, de la volatilité des prix des blés. Et donc j'ai décidé de nous diversifier dans ce qu'on appelle le circuit court, avec la création de 2000 m² de serre, 2 hectares de plein champ, et on vend directement à la ferme, soit par un magasin, soit par un distributeur automatique, des légumes qu'on cueille le matin même pour les mettre à la vente l'après-midi. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas une serre avec monoculture, vous avez chaque ligne, c'est une culture différente? Oui, en fait, c'est comme un assolement, ce sont des planches. Donc là, il va y avoir des melons, après on va remettre des radis, des salades. Ce que veulent les gens, c'est de la diversité. 2000 m² de serre, c'est quoi, 150, 200 000 euros d'investissement? Ça s'amortit rapidement? Le total, oui, il faut compter 170 000 euros avec les tracteurs, les outils spécifiques. Amortissement, combien d'années? On envisage d'être en dessous de 5 ans, voilà. Alors si on conclut, intellectuellement c'est intéressant, et puis aussi économiquement, on le voit cette année, quand même, les grandes cultures sont malmenées, c'est quand même intéressant. Ça permet de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Le prix des céréales est assez faible. Le circuit court, ça permet directement d'avoir rétablir le lien avec le consommateur, avoir directement la marge la plus courte. Entre le consommateur et moi, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc effectivement, on est au prix de la grande distribution et on arrive à valoriser nos productions de cette manière. Pour finir, côté vente, vous avez choisi des casiers automatiques, investissement quoi, 15 000 euros, et totalement des paiements par carte bleue? Un peu plus cher que ça parce que le nôtre est climatisé, il y a la carte bleue, il y a l'accès à internet, donc on est plutôt sur une base de 20 000 euros plus l'aménagement, allez, 23 000 euros. Mais par contre le distributeur, il faut aussi penser à lui donner à manger. Donc le dimanche, il faut commencer à 10h du matin jusqu'à 11h30 à 2 personnes, il faut retourner vers 15h et il faudra sans doute y retourner à 18h. Donc il ne faut pas penser que le distributeur c'est la solution passe-partout qui facilite le travail. Ça permet d'augmenter son chiffre d'affaires, ça permet d'augmenter ses ventes, de toucher un public qui n'a pas forcément envie d'aller au magasin, mais il faut savoir que c'est aussi du travail. Christophe, merci beaucoup. Merci Jean-Paul. Sébastien Gérard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes concessionnaire Agri45, concession Valtra ici dans le Loiret. Alors c'est vrai que le Loiret, vous avez connu malheureusement les inondations en mai et puis aussi une récolte qui n'était pas bonne du tout. Ça va être compliqué pour les agriculteurs. Oui, ça va sûrement être très très difficile puisque au niveau des récoltes, on a atteint moins 60% en blé, on est à environ de moins 80% en blé dur, on est à moins 40% en orge. Et il n'y a que le colza qui arriverait à se maintenir, on va dire, dans une récolte moyenne, quoi. Alors à présent on va parler technique, vous êtes devant une boîte de transfert d'une moissonneuse-batteuse donc axiale de quasi-H, et puis ce qu'on voit c'est qu'effectivement les pignons ont mal aux dents. Oui, effectivement, il a extrêmement mal aux dents. La raison de ce mal aux dents, il serait en partie dû à un gros manque d'huile à un moment. Donc ça c'est une machine qu'un client a acheté d'occasion et qui au cours de la campagne s'est découvert avec une panne franche et sans limaille à l'intérieur, sans rien, sans trace prévisible en fait de cette panne. Donc il est probable que ce soit un vice caché. Le seul recours c'est quoi, c'est un recours juridique? Le seul recours, oui, éventuellement, ce serait de faire un recours juridique vers le précédent propriétaire, après en espérant qu'il puisse obtenir gain de cause. Sébastien Gérard, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici, au sein de votre concession. Merci à vous. Une nouvelle culture en France, ce n'est pas fréquent, mais justement Power Boost va vous en faire découvrir une. Suivez-moi. Frédéric Peters, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes à la tête d'une entreprise qui s'appelle Frasem, qui est producteur ou productrice de semences, mais vous êtes aussi agriculteur. Et j'ai une question à vous poser. En quoi cette culture, le chia, est si intéressant? Ouais, c'est intéressant parce que c'est une nouvelle culture tout d'abord, que j'ai donc produit en tant qu'agriculteur là, depuis 2 ans, puisque je connais celui qui a sélectionné cette variété, Frédéric Pougeot. C'est intéressant parce que c'est une culture qui va donc produire des graines sans gluten, riches en oméga et en protéines. Donc voilà, il y a une véritable demande du consommateur partout dans le monde, notamment en Europe, sur ce type de graines. Mais concrètement, comment ça se sème, comment ça se fertilise, comment ça se cultive et comment ça se récolte? Alors l'itinéraire cultural n'est pas encore complètement cerné, puisque tout d'abord cette variété bien spécifique qui est adaptée à nos latitudes, on ne la connaît pas encore bien, c'est que la 2e année où on produit. A priori le cas de production c'est un semis en avril-mai,
pour une récolte au mois d'octobre. Il y a un souci d'enherbement sur cette culture, même en conventionnel. On a à peu près cerné les produits, les techniques que l'on peut utiliser. On a des binages, on a des semis assez serrés entre rangs. Voilà, on essaye d'adapter l'itinéraire cultural, de cerner aussi les besoins en azote qu'on ne connaît pas trop encore. Et puis un des enjeux, c'est peut-être de pouvoir la produire selon des filières qui soient bio. Oui, l'enjeu, il y en a deux. Aujourd'hui, c'est déjà la récolte, parce que c'est tardif, octobre, voire novembre. Donc il y a différentes techniques qui peuvent être utilisées, l'endénage éventuellement, ou la récolte directe. Ça reste à essayer, à confirmer sur cette année et les années futures. Et puis alors pour le bio dont vous parliez à l'instant, là c'est quand même beaucoup plus compliqué, parce qu'il n'y a bien sûr aucun produit de traitement, aucun herbicide d'autorisé. Enfin, à ma connaissance en tout cas. Alors, quelles sont les prochaines étapes ? Les prochaines étapes, la première, c'est l'homologation en Europe de cette graine, de cette plante, bien qu'il y ait déjà des consommations significatives. En France, je ne sais pas trop, mais je sais qu'en Allemagne, il y a déjà 10 000 tonnes par an de consommées. Donc, il n'y a rien de nouveau dans l'espèce chia, mais en France, il y a un certain nombre de réglementations, donc il faut passer par là. Cette étape devrait être, à ma connaissance, encore une fois, réglée cette année, en fin d'année. Voilà, ensuite le marché nous est ouvert et on peut produire des centaines de tonnes, voire des milliers à court terme. Frédéric Peeters, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici sur cette parcelle. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous le savez, la semaine prochaine, c'est la fête des moissons. Ça va être d'ailleurs pour vous l'occasion d'inviter vos voisins, de parler avec eux d'agriculture, de leur donner une bonne image de notre métier. Mais on va mettre le cap. Aux Pays-Bas, vous allez voir, là-bas, ils organisent un festival dédié à l'agriculture, portant les valeurs de l'agriculture, et puis essentiellement ouvert aux agriculteurs. Connaissez-vous le Trekker Festival ? Eh bien, c'est le magazine néerlandais Trekker qui organise cet événement destiné aux fans hardcore de machinisme agricole. The first Trekker Festival will be on the 13th of August this year. And it's not going to be a show, it's going to be like a real tractor experience. We want to give the visitor a travel through time. We start with old-timer tractors, we do special things with classic tractors. We're going to have a look in the future with robot tractors and drones. Beside that, we have a special theme we call Test and Tuning, where we are going to show how to make your tractor look nice, how to tune your engine, how to get more power from your tractor. And there's a special part in this event where we have a tractor spectacle. I can't tell a lot about this at this moment, but I will in the near future. On this first edition, we will expect about 6,000 visitors at least, but we hope for much more. And also we would like to welcome the French farmers in Holland. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Nous l'avons tournée ici en région centre parce que c'est une région qui a doublement souffert à la fois des inondations et puis aussi des rendements qui ont été très mauvais. On peut juste espérer que la productivité des cultures de printemps et notamment de ce maïs sera bien meilleure. Alors pour finir, je vous rappelle que si vous voulez tout savoir sur le machinisme, c'est très simple, il faut aller voir le site machinisme-actualité.com. Moi je vous souhaite une excellente semaine.